Avec plus de 300 auteurs programmés, des lectures, des rencontres et des expositions, c'est un rendez-vous privilégié pour les amoureux de lecture. Édition spéciale de À l'affiche aujourd'hui consacrée au Festival du Livre de Paris. Bienvenue à tous et bonjour à mon invité, l'écrivain Éric Chacour. Merci beaucoup d'être avec nous. Merci beaucoup Louise pour l'invitation. Vous êtes donc l'auteur de Ce que je sais de toi, paru chez Philippe Ray et qui a été très remarqué par les lecteurs et par les critiques à sa sortie en septembre dernier. Et vous serez donc présent au Festival du Livre de Paris qui se tient du 12 au 14 avril au Grand Palais éphémère. Alors, Ce que je sais de toi, c'est votre premier roman. Donc, on imagine que les salons littéraires en tant qu'écrivain, c'est un peu neuf. Mais je sais que vous y alliez en tant que lecteur et même que ce roman est un peu né au Salon du Livre de Montréal. Racontez-nous. Oui, alors pas le roman lui-même, mais oui, c'était il y a 2 ans exactement. Je cherchais un éditeur. Mes cousines savaient que j'avais terminé mon premier roman, puis on essayait de voir si on pouvait trouver un éditeur qui pourrait être sympa. On est passé devant le stand des éditions Alto, mon éditeur, celui qui allait devenir mon éditeur au Québec. Et là, j'ai ma cousine qui m'a dit « Oh, Alto, c'est ma maison préférée, il faut que tu leur envoies. » Puis voilà, une semaine après, je leur envoyais. 1 mois et demi après, j'avais une réponse. Et ça vous amène jusqu'à aujourd'hui à faire la promotion de Donc voilà, s'il y a des auteurs en herbe qui viennent au salon, au Festival du Livre de Paris. Et voilà, on peut y trouver son éditeur. Ça peut arriver. Moi, en tout cas, j'ai adoré Ce que je sais de toi. C'est un roman foisonnant, captivant. Il nous emmène au Caire dans les années 80. Votre héros est Tarek. Il est amoureux de Mira. Il a en quelque sorte une vie toute tracée devant lui jusqu'à sa rencontre avec Ali, un jeune homme d'un quartier défavorisé de la ville. Et leur histoire d'amour va faire basculer les certitudes et l'existence de Tarek. C'est donc la rencontre, la passion entre 2 hommes en Égypte, un pays où encore aujourd'hui l'homosexualité est considérée comme illégale. Pourquoi est-ce que vous avez voulu raconter cette histoire-là ? Je crois que j'avais envie d'écrire mon Roméo et Juliette, c'était ça mon objectif. Et j'avais envie de la placer dans l'Égypte de mes parents. Mes parents sont tous les 2 nés en Égypte, ma mère à Alexandrie, mon père au Caire. Ils se sont rencontrés à Montréal où je suis né, mais voilà, j'avais envie de ce décor-là. Un peu difficile à imaginer pour ceux qui connaissent l'Égypte strictement contemporaine, qui n'ont pas vécu dans ces années-là où on écoutait Françoise Hardy, France Gall dans le Sporting Club, etc., entre familles levantines qui se connaissaient. Et ça me fascinait d'essayer de reconstruire ça. Est-ce que vous aviez eu aussi envie de vous attaquer à un sujet un peu tabou, l'amour entre hommes, dans un pays comme l'Égypte ? C'est toujours une grande question, les intentions derrière un roman. Moi, on me pose tout un tas de questions sur mes intentions au moment de l'écriture, puis parfois c'est tellement bien formulé que je me dis, tiens, peut-être que j'avais cette intention-là. Si je suis vraiment honnête, je pense que j'avais juste envie de raconter mon histoire, une histoire de cœur qui bat, une histoire d'amour aussi, et puis une histoire d'exil. Mais bien sûr, quand on aborde un sujet comme celui-ci, dans une région du monde où, vous l'avez rappelé, c'est encore extrêmement difficile de vivre sa propre identité, on a ça dans un coin de tête, évidemment. Alors justement, vous parliez d'exil sans trop révéler l'histoire. Les bouleversements que connaît Tarek le poussent à s'exiler au Québec. Vous êtes vous-même donc d'origine égyptienne, mais vous vivez à Montréal. Et dans le cadre du Festival du Livre Paris, vous allez tenir une rencontre sur le thème de l'exil, aux côtés des autrices Emily Boom et Kim Thuy. On les voit là à l'image. Justement, quel est votre rapport, vous, à l'exil ? Alors moi, je suis pas exilé à proprement parler. J'ai vécu un petit exil, mais qu'on aurait du mal à qualifier d'exil parce qu'il ne faut pas exagérer. Mais je suis venu en France quand j'avais 10 ans. Donc, je suis né au Québec, je suis arrivé en France, j'ai vécu une partie de ma vie. Mais non, l'exil que je raconte, c'est l'exil de la génération de mes parents qui venait de cette communauté levantine-là, qui était une communauté plutôt chrétienne, très francophile, assez tournée vers l'Occident et qui, à l'époque des nationalisations de Nasser, a dû quitter. Et certaines scènes de mon roman se passent à Montréal. Moi, le Montréal que j'ai envie de raconter, c'est pas mon Montréal à moi, c'est le Montréal d'un nouvel arrivant qui voit tout avec ses yeux, qui essaye de se former ses premiers repères, qui est très, très attaché à tout ce qu'il peut voir, qui essaye de comprendre, de décrypter et de comprendre cette langue qui est un peu différente aussi de celle qu'il a apprise. Et puis, il y a cette narration assez originale qui fait aussi tout l'intérêt de ce livre. Vous passez du tu au je, au nous. Vous aviez envie justement de ce travail sur la langue ? J'avais envie de jouer avec le lecteur ou la lectrice. C'est surprenant une narration à la 2e personne parce qu'on ne s'y attend pas vraiment. Et j'avais envie de ça, j'avais envie de déstabiliser un peu au début. Et puis qu'on finisse par se dire, c'est un parti pris de l'auteur, c'est la petite musique du livre.
et que d'un coup, ça vous revienne en pleine figure. Que vous disiez, mais bien sûr, s'il y a un tu, c'est qu'il y a un jeu. S'il y a un jeu, c'est que c'est quelqu'un. Est-ce que c'est un personnage que je connais déjà, un autre que je vais découvrir? Donc voilà, ça fait partie des petites choses qu'on peut s'amuser à explorer pour un premier roman, je pense. Ouais, et cette forme narrative entretient très bien le mystère jusqu'au bout, ça aide beaucoup à tenir en haleine. On le disait, hein, le Québec, c'est là où vous vivez, c'est le pays aussi invité d'honneur de cette édition 2024 du Festival Livre de Paris. 40 auteurs et autrices, illustrateurs et illustratrices du Québec et plus de 60 maisons d'édition québécoises sont invitées, dont sans doute l'un de ses plus célèbres représentants, Dany Laferrière, l'écrivain haïtien installé au Québec, auteur notamment de L'énigme du retour. Il présente ses œuvres graphiques dans l'exposition Un cœur nomade pour marquer les 10 ans de son entrée à l'Académie française. Dany Laferrière, on le sait, très attaché à la langue française. Il a lui aussi connu l'exil. Vous, quelle place occupe cet écrivain dans votre parcours? C'est notre immortel à nous, hein, Oui. on en est fiers. Mais c'est aussi un beau souvenir que j'ai pu vivre. En fait, c'était la première table ronde que j'ai eue en discussion croisée, que j'ai eue en Salon du Livre. C'était à Québec. Et on m'avait mis avec Dany Laferrière, ce qui était quelque chose d'exceptionnel pour moi. Le roman venait de sortir, il était complètement inconnu, je l'étais aussi. Et j'ai jamais eu une discussion avec quelqu'un d'une telle générosité. C'est-à-dire que chaque fois qu'on lui posait une question sur lui, sur son œuvre, il l'a ramené sur mon roman. Voilà, il a été fabuleux et j'en garde un souvenir qui est assez exceptionnel. On va faire une petite pause, si vous voulez bien, Éric Chacour, pour s'intéresser à un genre littéraire qui fait un carton dans les librairies. Est-ce que vous connaissez les cozy crimes? Non, pas encore. Eh ben, vous allez découvrir avec nous une base de thriller, mais dans un décor souvent bucolique, un peu d'humour et des personnages sympathiques. C'est idéal pour ceux qui n'aiment pas trop se faire peur. Regardez. Sous-genre à part entière du roman policier, le cozy crime fait le régal des amateurs de romans noirs qui arpentent les allées de quai du Polar à Lyon. Le cozy crime, j'aime beaucoup parce que c'est plus soft. C'est pas un thriller, c'est pas un polar. Pour dégoter un bon cozy crime, rien de plus aisé. Il n'y a qu'à se rendre en librairie où des étagères colorées leur sont consacrées. À chaque série, son enquêteur amateur. On va avoir par exemple une retraitée dans un village français, Tante Alice enquête, des meurtres qui se passent dans une pâtisserie. Il y a même des recettes à l'intérieur du livre. À l'origine de la ferveur pour le cozy crime en France, une éditrice, Anne Michel, qui découvre en 2016 la collection des Agatha Raisin. 34 tomes signés MC Beaton. Quand je lis Agatha Raisin, je me dis, mais c'est comme Agatha Christie, avec des personnages peut-être beaucoup plus modernes, mais c'est exactement le même principe. Et c'était un genre qui, à l'époque, était plus très à la mode. Moi, je me suis dit, il y a une place à prendre. 2 millions d'exemplaires plus tard, Agatha Raisin a fait des émules. Dans nos bibliothèques, c'est la série Bretzel et beurre salé qui se distingue. Fruit de l'imagination de 2 ingénieurs grenoblois écrivant à leurs heures perdues, cette série est un carton. 120 000 exemplaires, ce que l'on peut qualifier de best-seller. Leur enquêtrice, une restauratrice alsacienne installée dans un petit village breton, n'a pas son pareil pour démasquer les criminels. Voilà. Là, on va dire on a du cozy crime à la française, à la gauloise quelque part. C'est-à-dire que quand on regarde Astérix, ceux qui font rire, c'est pas les gentils, c'est ceux qui râlent. À côté de ça, il ne faut pas non plus que ça devienne une farce. On travaille aussi quand même sur la partie enquête, puisque la personne qui va lire ça a aussi envie de lire quelque chose de policier. 5 tomes plus tard, Bretzel et beurre salé s'est à son tour exporté à l'étranger. 2 en italien et 1 en japonais. Et ce qui est amusant aussi, c'est qu'il y a eu au moins une lectrice, puisqu'elle nous a écrit en nous disant « Mais j'ai adoré ce livre qui parle de nourriture et de vin français ». Autant d'éléments légers et croustillants qui font du cozy crime de fort jolis moments de divertissement. Ça vous tente, les cozy crimes, pourquoi pas? Pourquoi est-ce qu'à chaque fois qu'on importe un concept étranger, on garde un anglicisme? Oui, non, c'est vrai. Il faut l'appeler, je sais pas moi, un polar confo, un truc... Voilà, un polar confo. On va l'appeler comme ça. Nous sommes toujours avec Éric Chacour, écrivain, auteur de Ce que je sais de toi, pour évoquer notamment le Festival Livre Paris, où un des temps forts, ce sera aussi la littérature jeunesse cette année, avec la présence de Claude Ponty et Hervé Tullet, 2 grands noms de ce genre. L'objectif, c'est évidemment de donner le goût de la lecture aux plus petits. Éric, vous êtes devenu un peu écrivain
sur le tard, hein, j'ai envie de dire, puisque vous occupez un autre métier totalement différent à Montréal. Quelle est la place qu'a occupée la littérature de votre enfance? Alors moi, je ne suis pas un grand lecteur. Honnêtement, je ne suis pas un très grand lecteur. Il m'est arrivé d'avoir des années entières sans lire un livre. Voilà, je le confesse avec beaucoup de, beaucoup de modestie quand je rencontre des libraires, d'autres auteurs, etc., des lecteurs compulsifs, enfin tout un tas de... Et je lis un peu plus depuis une année. Mais oui, je pense que comme beaucoup, à l'adolescence, c'est Alexandre Dumas, c'est Victor Hugo, enfin c'est toutes ces lectures scolaires qu'on nous faisait qui m'ont donné envie d'explorer les mots et ce qu'on pouvait en faire. Et de les explorer à nouveau dans ce livre, Ce que je sais de toi, qu'on vous recommande ici à l'affiche. C'est paru aux éditions Philippe Ray. Merci beaucoup encore, Éric Chacour, d'être venu nous en parler. Et merci à vous d'avoir suivi cette émission. N'oubliez pas de nous retrouver sur france24.com ainsi que sur tous nos réseaux sociaux. On va donc se quitter avec les univers de Claude Ponty et Hervé Tullet, grand nom de la littérature jeunesse en France, et donc présent au Festival Livre Paris qui se tient du 12 au 14 avril au Grand Palais éphémère ici en France. Je vous laisse découvrir et vous dis à très vite. Juliette Fievet reçoit chaque semaine dans Légendes urbaines les plus grands artistes issus de la culture urbaine mondiale. Oh, pas grave. Salut la famille, c'est Légendes urbaines. Avec Juliette. Sur RFI et France 24. C'est Légendes urbaines. T'as sacré carnet Petit carnet de rêve. Retrouvez vos artistes préférés des cultures urbaines mondiales dans Légendes urbaines. En attendant, paix, amour, lumière sur vous, one love. Légendes urbaines, présentées par Juliette Fievet. C'est sur France 24, france24.com et en version intégrale sur la chaîne YouTube de l'émission. De la semaine et le week-end, direction l'Afrique avec Myriam Amellal et Fatima Tawan. Le Journal de l'Afrique, c'est votre rendez-vous pour comprendre au-delà des titres ce qui fait l'Afrique d'aujourd'hui et de demain. Toujours à votre écoute, nos équipes sont présentes sur le terrain pour vous livrer des reportages et témoignages au plus près de la vie du continent. 7 jours sur 7, le Journal de l'Afrique, c'est sur France 24 et france24.com.
France 24, votre regard sur le monde. Liberté, égalité, actualité. Ouais, ravi de vous retrouver à l'heure de Paris Direct. Bienvenue sur France 24. Voici tout de suite les principaux titres de cette prochaine demi-heure. À la une, Israël et le Hamas sous forte pression. Les deux camps font durer au Proche-Orient les négociations. Toujours aucune avancée en vue sur le front d'une éventuelle trêve. Les deux parties ont pourtant convenu de se prononcer au plus tard aujourd'hui. Le chef du mouvement islamiste assure que la mort hier de 3 de ses fils dans une frappe ne change rien aux exigences de son camp. Décryptage dans quelques instants avec Bruno Darouf. Emmanuel Macron réunit lui autour de lui les milieux de l'industrie et de la défense à Bergerac. Déplacement en Dordogne pour accélérer la production d'armements et de munitions. C'est le fameux effort de guerre qu'il appelle de ses voeux. Il se trouve sur le site de Renco, le président français qui pose aujourd'hui la première pierre d'une ligne de production de poudre d'obus. Vous verrez. Et puis le gouvernement polonais face au défi du droit à l'avortement. La libéralisation du droit à l'IVG sera aujourd'hui débattue devant les parlementaires polonais. Dans un pays où l'influence de l'Église catholique reste forte, la séquence promet de faire des remous. Où en est-on précisément sur cette question? État des lieux dans quelques instants. Il s'était donné 48 heures pour se prononcer, mais le Hamas et Israël n'ont donc pas encore répondu au projet de trêve soumis dimanche par les médiateurs. Les deux camps restent aujourd'hui sous forte pression. Le mouvement islamiste dit toujours étudier l'offre soumise par les négociateurs du Caire. Le chef du Hamas, Ismaël Haniyeh, a assuré que la mort de 3 de ses fils dans une frappe hier à Gaza ne changeait rien aux exigences du mouvement. On fait le point en images tout de suite avec Natalia Odissaria. Il n'y a pas d'autre pouvoir que celui de Dieu Tout-Puissant. Que Dieu ait pitié d'eux, que Dieu ait pitié d'eux. Allez, on se remet au travail. Il a appris la mort de ses 3 fils en pleine visite dans un hôpital de Doha, au Qatar où il réside. Le chef de la branche politique du Hamas a gardé son sang-froid en apprenant la nouvelle. Amir, Mohamed, Azem et 6 de ses petits-enfants ont pourtant perdu la vie ce mercredi lors d'une frappe israélienne. Je remercie Dieu pour l'honneur que nous fait le martyre de mes 3 fils et de certains de mes petits-enfants. La frappe, ciblant les 3 enfants d'Ismaël Haniyeh, s'est produite au premier jour de la fête du Fitr, marquant la fin du mois de jeûne musulman du Ramadan. Après l'attaque du 7 octobre, Israël avait juré d'anéantir le Hamas, qu'il considère comme une organisation terroriste. D'un point de vue militaire, le Hamas est vaincu. Ses combattants sont éliminés ou se cachent et ses capacités sont paralysées. Alors que des négociations se prolongent en ce moment au Caire, le Hamas n'a pas encore répondu au projet de trêve proposé par les médiateurs qataris, égyptiens et américains. Un projet qui prévoit 6 semaines de pause, la libération de 42 otages israéliens en échange d'au moins 800 prisonniers palestiniens, l'entrée de près de 500 camions d'aide alimentaire chaque jour et le retour chez eux des habitants du nord de Gaza déplacés par la guerre. On va aller plus loin tout de suite avec vous, Bruno Darouf. Bonjour Bruno. Bonjour Elisabeth. Le point dans ces négociations donc, qui patinent, quel impact pourrait avoir la mort qu'on vient d'évoquer à l'instant, la mort des proches d'Ismaël Haniyeh? Écoutez, dans l'immédiat, pas véritablement d'impact, pas d'impact du tout, même si l'on en croit les propres mots du chef de la branche politique du Hamas, Ismaël Haniyeh, qui donc lui est à Doha au Qatar, qui a réagi à la mort de ses 3 fils et de plusieurs de ses petits-enfants, en expliquant que si Israël croyait en faisant cela que ça allait modifier la position de son organisation sur les négociations, eh bien, Israël se trompait. L'État hébreu a expliqué, l'armée israélienne, qu'ils avaient visé les 3 fils d'Ismaël Haniyeh, non pas en tant que fils de monsieur Haniyeh, si vous voulez, mais parce que c'était 3 agents militaires importants de l'organisation terroriste, selon Israël, du Hamas. Donc voilà pour les positionnements des uns et des autres. Après, ce qu'on ne sait pas effectivement, c'est à quel moment Israël et le Hamas, et en particulier le Hamas, vont répondre
à l'offre de trêve proposée par les pays médiateurs, qui est sur la table donc depuis plusieurs jours maintenant. En principe, c'est effectivement aujourd'hui que le Hamas devait dire s'il acceptait cette trêve ou pas. Alors les éléments de la proposition ont été rappelés à l'instant, avec cette pause de 6 semaines, 42 otages israéliens libérés contre 800 à 900 prisonniers palestiniens, et puis une augmentation de la livraison d'aide humanitaire et alimentaire, 400 à 500 camions par jour. Que va dire le Hamas? On verra à ce moment-là si quand même ce qui s'est passé contre les 3 fils de Ismaël Haniyeh a un impact ou non. Le Hamas répète quand même que ces propositions ne sont pas respectées dans cette proposition de trêve, mais la position du Hamas, si vous voulez, est jugée évidemment trop maximaliste, notamment par les Israéliens, puisqu'ils demandent le retrait définitif de l'armée israélienne de la bande de Gaza et la libération de tous les prisonniers politiques. Enfin, c'est évidemment inacceptable pour Israël. Donc on verra quand même dans les prochaines heures si le Hamas notamment accepte ou pas la proposition de trêve qui est sur la table. En tout cas, personne pour le moment n'ose quitter cette table des négociations, même s'il ne se passe rien. Un mot peut-être de cette menace que l'Iran fait peser sur l'État hébreu. On a vu Joe Biden hier en conférence de presse réaffirmer son soutien inébranlable. Ce sont les mots qu'il a prononcés envers l'État hébreu. Oui, alors la position américaine, elle devient un peu schizophrénique, si vous voulez, parce que d'un côté, il y a, ou alors c'est assez clair, c'est divisé en deux, c'est comme on veut, il y a d'un côté ce qui se passe à Gaza, où là, le gouvernement américain se montre de plus en plus critique vis-à-vis de la politique menée par le gouvernement israélien. Il a parlé d'erreur même. De Benjamin Netanyahou. Joe Biden est allé, c'était la première fois publiquement à parler d'erreur dans la stratégie mise en œuvre dans la bande de Gaza, ce qui s'est déjà passé les dernières semaines et les derniers mois, et ce que s'apprête à faire Israël, c'est-à-dire une opération sur Rafah. Et en même temps, concernant le reste des ennemis, si vous voulez, d'Israël dans la région, à commencer par l'Iran, évidemment. Là, c'est un soutien inébranlable. Et Joe Biden a même tenu à dire, je répète, notre soutien est inébranlable. Là, c'est un message très clair qu'envoie Washington à Téhéran, puisque, évidemment, l'Iran a promis de réagir après la frappe israélienne contre le consulat iranien à Damas. Ça veut dire, en clair, les États-Unis disent, si vous, évidemment, ils ne le disent pas comme ça, mais si vous souhaitez réagir, faites attention à l'ampleur de votre réaction, parce que si ça va trop loin, si c'est trop fort, si ça a trop d'ampleur, eh bien à ce moment-là, les États-Unis voleront au secours d'Israël. Une partie diplomatique pas évidente pour le dirigeant américain, mais il se tient quand même à ses fondamentaux, notamment dans le positionnement envers l'Iran. Voilà, l'Iran qui menace de lancer une attaque importante contre Israël, ce sont les mots prononcés notamment par Joe Biden. Notamment contre les ambassades israéliennes, ça a été évoqué à Téhéran. Voilà, propos prononcés par le président américain lors de cette conférence de presse commune à la Maison-Blanche hier aux côtés du Premier ministre japonais. Alors pendant leur rencontre, les deux partenaires ont fait l'éloge de leur alliance. Ils ont convenu d'une coopération encore plus approfondie. Réunis dans un sommet à la Maison-Blanche, les deux dirigeants ont tous deux été contraints de s'impliquer dans des conflits mondiaux, ont-ils répété. Ils ont relevé le défi de contrer la Russie, la Corée du Nord, mais aussi la Chine qui, elle, a réagi ce matin, puisque Pékin estime avoir été diffamé et attaqué lors de ce sommet États-Unis-Japon. En Corée du Sud, maintenant, ses conséquences immédiates au lendemain des législatives. Après son résultat désastreux, le chef du gouvernement, Han Duck-soo, le chef du parti du pouvoir au peuple, et puis les membres de leurs équipes ont présenté tout à l'heure leur démission. Le président sud-coréen conservateur a promis, lui, des réformes pour répondre au mécontentement de la population, qui a donc accordé 175 sièges au Parti démocratique d'opposition. C'est une vingtaine de plus qu'auparavant. On fait le point en images tout de suite avec Jules Boiteau. C'est une victoire que les observateurs politiques décrivent comme écrasante. Le Parti démocrate de centre-gauche remporte largement les élections législatives en Corée du Sud. Le résultat des élections législatives n'est pas une victoire pour le Parti démocrate, mais une grande victoire pour notre peuple. Notre parti fera de son mieux pour préserver la précieuse signification de chaque vote exprimé. En face, la défaite est donc sévère pour le camp présidentiel et le parti conservateur de Yoon Suk-yeol, à qui il reste 3 années de mandat. Avec un peu plus d'une centaine de sièges remportés avec ses alliés,
Le PPP a payé l'impopularité de son leader, accusé d'être déconnecté des problèmes sud-coréens. Le chef du parti au pouvoir a reconnu la défaite ce jeudi et présenté sa démission. Je m'excuse auprès du peuple coréen. J'accepte avec dignité la volonté du peuple. J'assume l'entière responsabilité des résultats des élections. Autre conséquence de cette déroute électorale, le Premier ministre Han Dok-soo et plusieurs ténors de la majorité ont présenté leur démission au président, qui lui a promis une série de réformes, notamment pour stabiliser l'économie. Allez, cette séquence sur laquelle on se concentrera dès 13h. Les grands capitaines de l'industrie de défense française sont aujourd'hui conviés en Dordogne, vous le voyez ici. Emmanuel Macron réunit autour de lui les milieux stratégiques à Bergerac. Le chef de l'État français qui appelle de ses voeux, vous le savez, à l'instauration d'une économie de guerre. Il entend accélérer le rythme de la production de munitions et d'armements pour répondre aux besoins exprimés par l'Ukraine. Le chef de l'État qui doit poser aujourd'hui la première pierre d'une usine de production de poudre propulsive pour des obus. On aura l'occasion d'y revenir donc dans le détail à 13h. Sur le terrain, pendant ce temps-là, 2 morts et 4 blessés nous sont signalés dans une frappe dans le sud de l'Ukraine. La Russie a effectivement frappé de nouveau la nuit dernière. Plus de 40 missiles et 40 drones ont été tirés sur l'Ukraine. Kiev, que vous apercevez ici, a été pris pour cible. Image des habitants de la capitale qui se sont réfugiés dans le métro, une scène désormais quotidienne. Moscou a dit viser les infrastructures essentielles. Au moins 10 frappes ont également été réalisées sur la grande ville de l'Est, Kharkiv. L'attaque a privé, nous dit-on, d'électricité quelques 200 000 habitants de la région. En Pologne, maintenant, le gouvernement, face au défi aujourd'hui du droit à l'avortement, la libéralisation du droit à l'IVG sera débattue tout à l'heure devant le Parlement. Dans un pays où l'influence de l'Église catholique reste forte, la séquence promet aujourd'hui de faire des remous. Où en est-on dans le pays sur cette question? Élément de réponse tout de suite avec Léo Péchard. 22 octobre 2020. Le tribunal constitutionnel polonais rend un arrêt ultra restrictif concernant le droit à l'avortement dans le pays. La loi autorisant l'IVG de fœtus mal formés est jugée incompatible avec la Constitution. Un durcissement initié par le gouvernement conservateur de l'époque. L'avortement n'est donc autorisé qu'en cas de viol ou de danger pour la vie de la mère. Un retour en arrière loin de faire l'unanimité parmi la population. Des manifestations monstres sont organisées à travers le territoire dès le lendemain de la décision du tribunal. Je suis en colère, je suis dévastée, je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas de quelle autre manière nous pouvons manifester notre colère, notre découragement, notre agacement. Nous sommes consternés et dévastés. 3 ans plus tard, l'arrivée au pouvoir de Donald Tusk et de l'Alliance pro-européenne donne un espoir aux défenseurs de l'IVG. Le Premier ministre a fait de l'accès à l'avortement l'une de ses promesses de campagne. Mais le débat du jour s'annonce mouvementé. Une autorisation jusqu'à 12 semaines de grossesse divise même au sein de la majorité. Certains parlementaires de la coalition ont déjà annoncé qu'ils voteraient contre le texte. D'autres plaident pour un référendum sur la question. Autre potentiel obstacle, un veto que pourrait utiliser le président actuel Andrzej Duda, membre du Parti conservateur. Une arme déjà utilisée fin mars pour empêcher l'accès libre à la pilule du lendemain à partir de l'âge de 15 ans. Allez, Paris Direct continue avec dans quelques instants le journal des sports. Mais tout d'abord, le grand format du jour, le Focus qui n'est qu'une illustration des conséquences de la fast fashion. Entre 2000 et 2015, la production de vêtements dans le monde a doublé. Mais que faire des invendus ou des pièces passées de mode? L'Europe et les pays d'Amérique du Nord exportent une partie des invendus et des rebuts vers le Chili. Dans le nord du pays, les vêtements s'accumulent et finissent souvent leur vie dans les décharges sauvages du désert d'Atacama. Une situation qui s'aggrave, bien qu'elle soit dénoncée depuis plusieurs années. Vous voyez tout de suite ce reportage dans la région, tourné par Juliette Chénion et Guillaume Gossalbès.